Il y avait une autre partie de la définition, quelque chose qu'on relit souvent aussi, c'est que ces actifs-là seraient décorrélés aussi des autres actifs et des marchés financiers notamment. Typiquement, je pense que l'or et le bitcoin cette année, c'est faux. Oui, on l'a vu. Du coup, on peut s'arrêter là. Mais... Ouais, mais ça va pas nous arranger. Oui, alors je pense que c'est quelque chose de complète, mais alors à nouveau, mais je reprends l'exemple de l'or. Parce que j'ai précisément, alors on peut pas mettre d'or dans vos contrats d'assurance vie pour des raisons réglementaires, etc. Mais je faisais un petit achat immobilier en 2020, j'avais un peu pas anticipé le pangolin, tout ça, et j'avais mis un bout bêtement sur un fonds OFI, métaux précieux, etc. Le problème ne venait pas du fond, je tiens à le dire. Ouais. Bon, le truc Sinon, a fait moins 20. Benjamin Louvet qui va m'appeler. Non, mais qu'il appelle pas, tout va bien. Donc, bref, j'étais à moins 20, et donc si on avait raisonné comme un actif refuge, etc., la réalité, c'est que ça aurait dû super bien tenir pendant que tout le reste s'écroulait. Donc, c'est non. Donc, je pense que la décorrélation des actifs, je la sens de moins en moins. Je la sens de moins en moins sur les dernières années. Je vais quand même finir, et puis tu pourras m'interrompre juste après. Et je la sens de moins en moins perceptible. Je pense qu'il n'y a que le cash qui est très décorrélé du reste. Pardon. Okay. Ouais, non. Moi, je trouve qu'aussi, alors effectivement, ces derniers mois, sur 2025, on a une très forte corrélation, parce que tous ces classes actifs sont à peu près orientés de la même manière. Si on dézoome un peu, si je prends par exemple le cas du Bitcoin, on peut effectivement avoir des phases de forte corrélation et des phases en fait de forte décorrélation sur la période en fait. Alors je vais prendre les chiffres pour être précis. De 2014 à 2020, on est sur moins de 40% en fait de corrélation entre le Bitcoin et les marchés actions. Donc on a quand même effectivement une forme de décorrélation qui peut arriver, et je trouve que notamment en ce qui concerne le Bitcoin, qui devient en fait un actif à part entière, avec des ETF Bitcoin, avec aujourd'hui une réserve stratégique au niveau des États-Unis, avec des fonds de pension qui utilisent les crypto-monnaies, on a effectivement un actif à part entière qui peut avoir en fait une orientation différente. Et pour ce qui est de l'or, pareil, on sait que on peut avoir des fois des phases de corrélation positive et de corrélation négative, donc de décorrélation, et ça va dépendre un tout petit peu de ces situations. On sait que lors de grandes crises économiques, on peut effectivement avoir cette valeur refuge qui est l'or, mais par contre effectivement dans des situations notamment que l'on a eu de taux d'intérêt bas, en fait tout le monde s'est projeté en fait sur toutes les classes d'actifs, et on a eu en fait finalement une orientation commune de l'ensemble de ces classes d'actifs. Sur les dernières grandes crises, si tu regardes la crise financière de 2008, c'est pas le cas. Si tu regardes toutes les grandes crises qu'on a eues, enfin, dans des crises, on en a un peu tous les 2 ans désormais, donc c'est facile. Je trouve que c'est relativement peu le cas. C'est-à-dire que là, tu as vraiment un emballement sur l'or, mais qui s'explique pour des raisons plutôt macro. Voilà, exactement. Et pas du tout pour des raisons d'investisseurs. Donc, et après, sur le Bitcoin, il y a quand même un effet mode, TikTok, tout ça. Enfin, jeune. Ouais, alors pas complètement. Je regarde l'envolée des ETF effectivement sur le Bitcoin et l'Ethereum en fait aux États-Unis. Les fonds de pension américains, les institutionnels commencent en fait à avoir des vraies allocations et mettre dans leur portefeuille modèle en fait, notamment des crypto-monnaies. Donc on est aussi loin juste du petit particulier sur TikTok ou Instagram autour effectivement de la crypto. Et après, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait on a moins de 10% de flottants sur le Bitcoin. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de ces personnes en fait qui investissent dans le Bitcoin pour le détenir sur du long terme. C'est pas simplement aujourd'hui un sujet de spéculation. Ce qui tombe pas mal vu que ça varie vachement. Ouais. Justement, si on va un peu plus loin sur les cryptos, c'est vrai qu'il y a le Bitcoin, c'est le dieu projecteur. Et puis il y a quand même les autres. Alors il y a l'Ether, enfin voilà, on va pas tous les citer, mais si on en est à parler de diversification, là pareil, il faut se dire qu'on joue le Bitcoin parce que c'est la référence, ou qu'au contraire, il faut se dire qu'ils ne sont pas tout le temps corrélés, et que si on veut avoir une poche crypto, il faut là aussi jouer de la diversification dans la poche crypto. Je sais pas le Bitcoin, c'est quand même 65% de la capitalisation des cryptos, donc c'est un peu un mastodonte. Vous avez également une obsolescence technologique qui est juste monstrueuse, c'est-à-dire que les altcoins, les petites cryptos, en fait, elles viennent, elles partent, et quand elles partent, en fait, la valorisation, elle est proche du néant. Et donc, résultat, en dehors du Bitcoin et l'Ethereum, c'est effectivement compliqué de faire en fait une stratégie que l'on retrouve notamment sur les marchés financiers, large cap, mid cap, small cap. Néanmoins, quand on regarde en fait les derniers bull run des marchés crypto, on a souvent eu le Bitcoin, l'Ethereum, et ensuite quand même la saison en fait des altcoins. Et nous, en ce qui concerne ce genre de stratégie, un peu comme finalement ce que j'ai dit au sujet des matières premières, c'est quand même un marché spécialiste. Et sur un marché couvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, avec énormément d'asymétrie d'informations. D'ailleurs, beaucoup de bullshit sur le web, puisque je crois que 90% des informations sont sponsorisées. Ça demande là aussi du jus de cerveau, donc des personnes in situ qui sont capables d'aider un peu les investisseurs à se positionner en dehors de ce qu'ils peuvent faire sur les plateformes tout seuls, qui présentent à la fois des risques, d'ailleurs, des fois de dépositaires, entre guillemets, de conservation, et également aussi des risques de pertes conséquents. Puis on parlait sur l'or du poids des banques centrales et de ceci, cela. Sur les cryptos, il faut parler du poids des baleines,
qui, à elles toutes seules aussi, peuvent... Alors, les baleines, pour ceux qui ne savent pas, c'est les très gros détenteurs de crypto et qui peuvent aussi, là... jouer le rôle des banques centrales, entre guillemets, quelque part, c'est-à-dire de faire décaler... Moi, alors après, je pense que... Alors, moi, je lui connais vraiment moins en crypto, mais très honnêtement, sur l'arrivée des ETF, qui a plutôt été un moment où notamment le Bitcoin a baissé, j'ai plutôt le sentiment que ces fameuses baleines ont eu l'occasion de se dégager et de créer une belle liquidité avec les ETF et les milliards qui arrivaient. Et donc, oui, elles ont joué leur rôle, mais c'est parce que ça leur a créé une certaine liquidité, parce que quand vous êtes né en centaines de millions des actifs, avant de les ressortir, il faut y aller un petit peu, quoi. On n'est pas sur Satoshi, quoi. Exactement. Et la difficulté des baleines, et on en revient en fait aux informations in situ, c'est qu'en fait, il faut être sur les bons groupes Telegram, sur entre guillemets les bons réseaux. Vivens s'en fait des super groupes Telegram. Les bons réseaux. Et donc déjà, je sais que par exemple, pour ne pas les citer, on aime bien AlphaCap Digital Asset, et effectivement, dans les périodes en fait un peu tendues, ils ont de gros cernes, parce qu'effectivement, en plus, tout se passe plutôt soit sur l'Asie, soit les États-Unis, donc en plus même pas sur le fuseau horaire européen. Ouais, c'est ça.